Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film de science-fiction. Je crois que ça fait assez longtemps sur la chaîne que j'en ai pas fait un. Enfin, de science-fiction pure et dure, avec aventure, espace, extraterrestre et compagnie. Ce film, c'est Explorers, sorti en 1985 et réalisé par Joe Dante. Alors, j'ai pas choisi ce film par hasard, parce qu'il y a quelques jours, on a appris le décès de l'acteur Dick Miller, un grand nom du second rôle aux États-Unis et l'un des acteurs fétiches de Joe Dante. C'est un acteur que j'ai toujours aimé dans ces films que j'ai découverts ado, c'est-à-dire les deux Gremlins notamment, et un peu après Small Soldiers. Récemment, j'ai découvert Explorers, il y a 3-4 ans je pense, et je l'ai revu là-dedans avec grand plaisir. Et c'est un petit peu en forme d'hommage que je décide de parler de ce film-là. J'aurais pu choisir Gremlins 1 ou 2, mais bon, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Small Soldiers un peu en dessous, je trouve, donc voilà. Allez, ici on choisit donc Explorers, un teenage movie aventure, ce genre de film qui avait la cote dans les années 80, qui sort d'ailleurs la même année que les Goonies, hein, c'est pas un hasard, quelques années après Stand By Me notamment. Et on retrouve d'ailleurs dans ce film la présence de l'acteur River Phoenix, qui avait été révélé par Stand By Me. River Phoenix, qui aurait dû avoir une grande carrière à Hollywood et qui malheureusement est décédé quelques années après, il avait la vingtaine à peu près. Voilà. Dans ce film, on retrouve aussi Ethan Hawke, qui lui a eu une grande carrière et qui est toujours actif d'ailleurs, et c'est peut-être l'un de ses premiers rôles au cinéma, ainsi que Jason Presson pour clôturer le trio de jeunes à l'affiche dans ce film. Alors lui, Jason Presson, par contre, il n'a pas fait grand-chose depuis. Je crois qu'il a fait quelques doublages ou quelques petits trucs Disney vite fait par là, mais franchement, rien de très marquant. Donc ces trois jeunes, prénommés Ben, Wolfgang et Darren, vont se retrouver emportés dans une aventure improbable où ils vont construire un vaisseau pour aller peut-être à la rencontre d'extraterrestres. Mais c'est plus compliqué que ça, puisqu'en fait, c'est par rapport à un rêve fait par l'un des trois garçons, donc Ben, joué par Ethan Hawke, que le plan d'un vaisseau va se construire dans le subconscient donc du personnage, et donc grâce au génie de Wolfgang joué par River Phoenix, ils vont réussir à construire donc une machine sur des plans improbables qui ont été balancés comme ça par ondes cérébrales à travers les rêves. Sur le coup, c'est un peu what the fuck, mais c'est aussi assez très intéressant, et assez très intéressant bien sûr. Bref, c'est intéressant, et ça se passe super bien dans la première partie du film parce qu'on embarque dans la situation et on est vraiment, vraiment à fond dans l'aventure en train de se créer euh, à travers des jeunes acteurs très, très, très impliqués dans leur rôle, et des personnages plutôt bien écrits. Alors certes, on a quelques petits stéréotypes là-dedans, mais bon, c'est commun au film de l'époque, j'ai envie de dire. Ethan Hawke, Ben, c'est un peu le rêveur. Forcément, c'est lui qui a le rêve en plus. Il rêve d'aventure, il est fasciné par les étoiles, l'espace, il veut une évasion et tout. Il est un peu fleur bleue aussi, puisqu'il est amoureux d'une fille de sa classe. De l'autre côté, donc, il y a le génie informaticien intellectuel, donc joué par River Phoenix, avec ses lunettes et sa blouse blanche. Voilà. D'ailleurs, l'un de ses parents, le père, est joué par James Cromwell, encore un acteur qu'on a le plaisir de voir dans pas mal de films. Lui aussi, ça fait partie de ces acteurs qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune et que j'ai retrouvé là avec grand plaisir du coup. Et puis, alors par contre, voilà, un personnage un peu moins cliché, c'est celui de Jason Presson, justement, qui s'appelle Darren, qui est lui, fils de ferrailleur, pauvre, et beaucoup plus terre à terre, fatalement en opposition avec les deux autres. Il a du mal à embarquer, mais finalement, il va se laisser aller, même s'il a toujours un recul. Voilà, ça c'est un petit témoignage les classes sociales aussi américaines. Autant les deux autres sont dans les classes moyennes avec pas trop de soucis autres que le rêve de l'ado qui est en train de se construire et tout. Le petit Darren, lui, il vit dans la pauvreté avec son père, et forcément, il connaît déjà les difficultés de la vie, et lui, rêver ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre et avoir du concret. Voilà. Donc c'est intéressant aussi, mais l'amitié entre les trois se forme très bien, sachant que les deux premiers nommés étaient déjà amis avant et que le troisième vient se greffer au groupe. Et c'est pour ça qu'on suit très bien leur périple et leur aventure. Voilà. C'est ce qui fait le charme de ces films d'époque, c'est la construction des personnages et de leurs liens entre eux. C'est d'ailleurs pour ce qui a fait aussi la réussite d'un Stranger Things en série sur Netflix. C'est aussi
voilà, des jeunes qui ont des liens entre eux qui qui se construisent un univers entre réalité et fiction ou rêve. Voilà, bon, bref, et puis donc surnaturel ou fantastique. En tout cas, c'est ça certainement, c'est les années 80. Et forcément, quand on a aimé des films comme Les Goonies ou Stand By Me, ou voilà, on ne peut qu'aimer ce genre de film-là. Alors, l'histoire se met en place, le vaisseau, machin, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Joe Dante, il y met beaucoup de sa personne dans ce film. D'ailleurs, il a beaucoup souffert en le faisant. La production a été très calamiteuse et le film est sorti de façon inachevée. C'est assez improbable, mais oui, Joe Dante n'a pas vraiment fini le film tel qu'il aurait aimé qu'il soit terminé, mais il a dû sortir quand même. Les producteurs l'ont balancé comme ça. Et ça se sent sur la fin, mais ça passe quand même. En fait, le film a plein de maladresses et on comprend pourquoi voilà, en prenant connaissance de sa genèse. C'est vrai qu'il y a quand même toute la partie finale qui est bancale, on va y revenir, et qu'on voit que la fin, c'est un truc alternatif qui a été mis là à la va-vite et qui aurait peut-être pu être mieux amené, et encore, la toute fin, on s'en sort bien. Il y a un côté féerique et onirique sur la fin qui peut-être n'était pas volontaire à la base, mais qui donne une tonalité plus poétique encore à l'ensemble, et qui renforce la réflexion qu'on peut avoir autour de la philosophie même de la construction de ce film d'ailleurs. Bref, Joe Dante, je disais, il a mis son cœur à l'ouvrage, et c'est pour ça que toute la première partie du film est géniale. Tu es dans la première partie, avant donc les derniers actes, tu sens que le film aurait pu devenir un truc culte du cinéma, genre comme les Goonies, quoi. Un truc qui aurait été réputé aujourd'hui encore comme un petit chef-d'œuvre du genre. Et parce que bah, il a une narration parfaite, on s'attache au personnage, ça je l'ai déjà dit, mais en plus il se fait plaisir avec des clins d'œil à la SF des années 50. Alors évidemment, ça ne nous parle pas forcément nous en tant que Français, mais pour les Américains, c'était du pain béni. Voilà, par exemple, au moment où on parle de la planète interdite, il y a même un truc méta improbable, un film inconnu, enfin pas inconnu, mais inventé pour le truc, mais un film aspect années 50 projeté dans un drive-in, un truc qui a été un film dans le film qui a été créé pour le film du coup, sorte de les aventures de Starkiller, je sais pas quoi. D'ailleurs Starkiller joué par Robert Picardo, encore un acteur euh, euh, protégé de Joe Dante qu'on verra dans les Gremlins 2 et Small Soldiers. Bref, c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir évidemment. Vu l'époque, il y a des références à E.T. aussi. On voit que c'est des jeunes geeks voilà, geeks des années 80, c'était donc la science-fiction et les premiers ordinateurs, tout ça. Et franchement, c'est super, super cool, quoi. Ce film est cool, avec un C majuscule. Mais bah, une fois qu'ils partent dans l'espace, c'est là où ça part en cacahuète. Et c'est là où on sent que Joe Dante n'a pas pu aller au bout de son délire. Parce que oui, on rencontre des extraterrestres. Alors là, je vais pas trop spoiler et tout. Comment ils les ont fait arriver là, pourquoi, machin. Ça, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas le film. Mais on part dans un délire improbable avec la rencontre des extraterrestres. Et en fait, ces extraterrestres paraissent comme de véritables débiles. Des comic relief en puissance. Et je vous avoue que je suis entre what the fuck positif. Quand même, il y a des scènes de. Où tu rigoles, quoi. Mais déception aussi, parce que c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Et d'ailleurs, la frustration que le spectateur a en arrivant sur ces scènes-là, eh ben, les trois ados ressentent cette même frustration. C'est assez. Donc là, il y a une mise en abîme étonnante. Et je sais pas si c'est vraiment là où que Joe Dante voulait nous mener, mais voilà, il y a un truc qui rend le truc bancal. Et puis, le fait est que c'est là où ça se voit que le film est inachevé, c'est que là où ça aurait peut-être duré 5-10 minutes, on se retrouve avec du 20, voire 30 minutes de discours plus ou moins intéressants entre les gamins et les extraterrestres, mais ça part en sketch, c'est une succession de sketchs. Alors, moi je l'ai vu 2 fois ce film en fait, une fois en VF, une fois en VO. Et je l'avais vu en VO, après l'avoir découvert en VF, je l'ai découvert en VF parce que je me suis dit, bon, connotation des 80, tout ça, j'avais envie de le voir en VF pour rentrer dans le rêve de l'époque, parce que en le voyant trop tard, je me suis dit au moins en VF, voilà. Mais vu les sketchs dedans, j'ai eu envie de voir en VO pour voir les références et tout culturel. Alors évidemment, il y a un beau travail de réécriture en VF, parce que forcément tous les sketchs sont autour de la pop culture américaine, donc des années 50, 60, 70, 80. Et là, on se retrouve avec du doublage français qui nous fait des voix
On se croirait dans le Bébête Show. En fait, c'est le Bébête Show. À l'époque, ouais, le Bébête Show avait le vent en poupe en 85. Et on se retrouve avec des doubleurs qui ont été pris un peu au volet, qui ne sont pas crédités d'ailleurs. J'ai reconnu Roger Carrel dedans. Et t'as des voix dans tous les sens, des imitations de Zitrone et tout, de Marius en pomponnette, de Pagnol, t'as du gamin, t'as de beaux yeux, tu sais, et tout, Arletty, atmosphère, machin, De Gaulle, je vous ai compris, comme ça, balancé en what the fuck 2-3 fois, Depardieu aussi, ah bah ma couille et tout, alors on dit pas ma couille évidemment, parce que c'est un film tout public, il y a un petit peu machin, il y a un peu de Belmondo aussi, un peu mal fait et tout. Bref, et il y a, parce que dans ces deux extraterrestres, il y a un mâle et il y a une femelle. Et la femelle, c'est Brigitte Bardot avec les dauphins et tout. Enfin, alors, du coup, ça fait un truc totalement. Alors, c'est normal, c'est la VF, il fallait que ça soit comme ça. Mais c'est complètement improbable. T'es dans un contexte hyper américanisé, années 80. D'ailleurs, le vaisseau, il le baptise Born in the USA, parce que l'un des trois gamins, le pauvre, le fils de ferrailleur, est fan de rock et hard rock. D'ailleurs, il y a une belle chanson de hard rock à un moment qui est dans le film. Je sais plus quel est l'artiste, le groupe derrière, mais peu importe. Et c'est totalement en décalage d'avoir ces voix françaises de référence à la pop culture française, quoi. Et c'est un peu fait à la va-vite quand même, à part certains trucs sont bien faits, il y a du Roger Carrel derrière, donc c'est pas mauvais, clairement, mais il y a d'autres voix qui sont un petit peu moins assurées. Il y a un moment, Ray Bourbard des Bébés de Show aussi. Enfin, et puis il y a Nounours aussi. Oh, oh, bienvenue les petits. Enfin, c'est impensable. Et ça donne un côté burlesque à la fin du film qui tranche totalement avec le teen movie du départ, avec le côté aventure, attachement des personnages et tout. C'est pour ça que ce film est bancal. Mais ne serait-ce que pour sa première partie, ses deux premiers tiers, on va dire, et le côté complètement what the fuck de la fin qu'on arrive à accepter avec un décalage total, ce film est assez culte finalement. Alors, c'est clairement pas le meilleur film du genre, loin de là. C'est pas le meilleur Joe Dante, mais c'est un ovni. Voilà, ce film est devenu un ovni par rapport à sa conception bancale et inachevée. Je trouve ça assez intéressant. Puis il y a d'autres petits clins d'œil là-dedans aussi assez intéressants, notamment un clin d'œil méta de Joe Dante à son œuvre sortie un an auparavant, je crois, donc Gremlins 1, puisqu'à un moment, sur un journal, on voit que le mystère de Kingston Falls, donc la ville où se déroule Gremlins 1, n'est toujours pas résolu et tout. Ce qui laisserait penser que ce Explorer se déroulerait dans le même univers que Gremlins. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je me prends à rêver d'un Joe Danteverse, où vous auriez tout dans le même bordel. Mais bon, voilà, enfin, ouais, ça peut être marrant des fois d'avoir cette imagination-là, que plusieurs longs métrages de réalisateurs se passeraient dans un même univers et tout. C'est un peu un fantasme qui pourrait naître de pas mal de fans de ciné, ça. Bon, comme par exemple Shyamalan qui a relié donc Incassable, Split et Glace. C'est comme si, je sais pas, je dirais n'importe quoi, si McTiernan reliait Piège de cristal, là je dis vraiment n'importe quoi, Predator, Piège de cristal, ou même Last Action Hero. Bon, évidemment, non, c'est pas possible, mais bon, ça serait fou. Ou que Cameron, par exemple, Avatar se déroulerait dans un futur où il y a eu True Lies. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, évidemment, complètement. Mais bon, c'est amusant d'imaginer ça. Voilà, bref. En tout cas, c'était mon petit ressenti sur Explorers, un film qui a un peu mal vieilli sur certains trucs, et encore ça va. Kitsch, un peu burlesque et inachevé, mais très touchant, et avec des personnages, et les trois jeunes sont vraiment très intéressants dans ce film-là, et qui sont à la hauteur des teenage movies de l'époque, ça c'est clair. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais sinon, voilà, à la base, cette vidéo, elle est là aussi pour avoir une pensée à Dick Miller, un acteur qui m'a donc marqué indirectement dans chacune des apparitions des films que j'ai pu voir quand j'étais jeune. Voilà, il n'a pas eu beaucoup, mais c'est un acteur que j'ai toujours bien aimé à chaque fois que je l'ai vu. Tout simplement. Donc j'avais envie de faire cette vidéo un peu pour lui. À la prochaine. Ciao.